l'est de notre pays, principalement la province du Nord Kivu, est marquée malheureusement par une grande insécurité. Et cette insécurité est occasionnée par la prolifération de groupes armés rebelles qui pullulent les coins de toutes ces provinces-là. Principalement dans les territoires de Walikale, où il y a une grande forêt équatoriale et qui est sous-peuplée. En 2009, il s'est créé un groupe armé dénommé NDC, Nduma Defense of Congo, dont le commandant, le fondateur était M. Thabo Ntaberi Tcheka, dit Tcheka. Ce monsieur, c'était un opérateur économique qui travaillait dans les mines. Et qui finalement s'est converti en seigneur de guerre. Il a créé un groupe qui était très structuré, vraiment organisé. C'était pratiquement à l'est le groupe le plus organisé, où il y avait des unités de brigades, de bataillons, de compagnies. Or, ces groupes s'illustraient par les viols. Partout où ces groupes passaient, dans le village, ils commettaient des viols. C'est donc comme ça que ces groupes-là, soi-disant pour aller se ravitailler en vivres, ils vont entrer dans ces villages, ils vont s'arranger pour éloigner les hommes et laisser les femmes abandonnées à elles-mêmes. Ils vont entrer dans ces villages où ils vont commencer à piller systématiquement et violer. On dit qu'il y a à peu près 300 femmes de tous les âges, jeunes filles, vieilles mamans, qui ont été violées pendant 4 jours successivement. Alors c'est à partir de ce moment-là que le groupe de Tcheka a été connu dans ces exactions de viols massifs de la population de Luvungi. Tcheka, c'était pas n'importe qui, je le dis. Tcheka a commis des crimes à large échelle qu'on n'ait jamais connus, je crois, en République démocratique du Congo. 387 victimes de viol. Les victimes sont femmes, les victimes sont des enfants. Il faut relire les procès-verbaux pour comprendre ce qu'a été Tcheka. Dans certains procès-verbaux, on a démontré comment ces éléments ont égorgé les personnes et mettre la tête de ces gens sur des piquets et marcher dans toutes les rues des villages pour dire voilà ce qui vous attend si vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à dénoncer ce qu'ils appelaient ennemis. C'était le moment pour dire la vérité et il faut affronter les conséquences de la vérité. C'est ainsi qu'à partir de ce qui était commis à Luvungi, ça a fait tellement fait de bruit que les autorités congolaises de la justice sont décidées de poursuivre. C'est ainsi qu'en 2010 déjà, un dossier a été ouvert contre Tcheka. Acculé de toutes parts, il était affaibli, il n'avait plus de choix que de se rendre. Alors qu'il va se rendre à la MONUSCO. La MONUSCO va les livrer à la justice congolaise et les poursuites ont commencé. Ça faisait plusieurs années depuis que les victimes attendaient que justice soit faite. Et c'était ça la question. Comment atteindre des victimes? Est-ce que les victimes veulent encore aller en justice? Pour la plupart, elles avaient peur d'affronter Tcheka. Certaines d'entre les victimes étaient prêtes, mais d'autres avaient peur. Pendant les audiences, Tcheka est entré en contact avec certaines victimes pour les intimider. Et ça jouait en défaveur de la comparution de plusieurs autres victimes plus tard.
Les victimes, ce n'était pas évident parce qu'elles demeuraient dans des zones de conflit où ces groupes étaient en activité. Donc c'était difficile pour les acteurs judiciaires congolais d'accéder dans les zones où se sont commis ces crimes pour enquêter, pour aller documenter les faits. Et puis, enfin, elles craignaient des représailles de la part de leurs bourreaux. Et puis, pour les cas de viol, la stigmatisation de la société, la pesanteur culturelle et sociale. Une femme africaine qui est violée se gêne de se présenter devant une autorité judiciaire pour dire tout haut que moi j'ai été violée, j'ai été atteinte dans mon intimité. C'est difficile, il y en a qui se taisent par peur d'être rejeté dans la société par son mari et tout cela. C'était des difficultés. C'est grâce à la collaboration avec la MONUSCO que nous avons pu contourner toutes ces difficultés. La MONUSCO nous appuyait matériellement, financièrement, dans la recherche, le déplacement, le descente sur terrain. Et quand il fallait que les acteurs congolais descendent sur terrain pour enquêter, pour entendre les victimes, ils étaient encadrés sur le plan de la sécurité par les contingents de la MONUSCO. Les victimes qui ont comparu, c'était grâce à l'appui de partenaires qui les a pris en charge, qui les a sécurisés de leur milieu jusqu'au lieu où se tenaient les procès. J'ai vu un peu le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Avocats sans frontières, Trial, et les cellules d'appui aux poursuites qui ont ensemble travaillé et se demandé quelles sont les méthodologies à mettre en place qu'on puisse veiller à la protection de la victime. Et donc, pour la plupart, on a pu entrer en contact avec les victimes. Elles sont venues comparaître, mais on a eu la chance d'avoir une cour qui était assez ingénieuse pour identifier les mesures de protection à mettre en place à la requête du collectif des parties civiles. La prise en charge, oui, elle était très nécessaire, puisque les victimes très éloignées de la ville de Goma avaient besoin d'un appui pour avoir des moyens pour se déplacer, mais aussi à Goma, les victimes doivent survivre. Et donc, l'appui que nous avons donné, c'était vraiment pour leur déplacement, c'était pour leur survie à Goma et leur retour, pour que leur engagement ne soit pas vain. Le témoignage a joué une place très importante. Pourquoi? Parce que, figurez-vous que ces crimes ont été jugés 10 ans après qu'ils aient été commis. Le témoignage était l'ultime recours du procureur pour prouver que les crimes ont été commis. Il y a eu des témoignages difficiles à écouter, difficiles à lire, qui ont décrit une activité criminelle que je ne saurais décrire comme l'ont fait les victimes, surtout les violences sexuelles qui ont été commises à l'égard des femmes. Toutes les fois que j'en parle, ça me fait vraiment divertir. C'est une réalité vécue par une communauté qui n'a pas de protection. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour parler. La MONUSCO, les partenaires, ont organisé des ateliers et des séminaires pour former les acteurs judiciaires en cette matière de crimes internationaux. Cela nous a permis d'accéder, d'avoir des connaissances suffisantes pour bien instruire ces dossiers. Après sa reddition à l'audience, Tcheka pleure. Les larmes d'un prévenu sont des réponses. Et je crois que Tcheka s'était rendu compte qu'il était seul dans tout ça. Il devait assumer ses actes. Le procès a duré 2 ans. Tcheka a été reconnu coupable de crimes de guerre, par vol, par meurtre, par viol, et il a été condamné à la peine, à la servitude pénale à perpétuité. Et en ayant arrêté, jugé et condamné Tcheka,
la justice congolaise a démontré que c'était possible, que la justice congolaise pouvait le faire avec une volonté, une détermination et des moyens. Elle était capable de le faire et elle l'a fait. C'était un grand message, la condamnation de Tcheka. Un message d'assurance pour les victimes qui se sont dit, bon, on n'a pas pris notre courage d'aller comparaître de manière vaine. Voici que Tcheka, pour une fois, il est condamné. C'était un message fort. Vraiment, il a été très nécessaire que ce procès ait lieu pour décourager les criminels qui sont encore dans la brousse, qui continuent à commettre des actes inhumains à l'égard des populations civiles innocentes. Je souhaite vraiment que ce procès serve de leçon dans ce sens. Ce n'était pas évident que nous puissions comme ça appliquer cette matière sur le terrain et arriver avec succès à ce résultat. C'est une fierté pour moi-même et pour mon pays, pour la justice congolaise. On ne peut pas parler de la démocratie sans un état de droit. L'état de droit est un gage de la démocratie. Et l'état de droit, c'est la lutte contre l'impunité. Par le fait que Tcheka ait été jugé et condamné, c'est une preuve que l'état de droit existe, parce qu'on ne peut pas rester impuni alors qu'on a commis des crimes les plus graves, les plus abominables.